demandé de me rejoindre sur la scène. Tu vas pas chanter? Non, ça m'arrive, mais là, pas ce soir. Où est-ce qu'est Bernard? Bernard, rejoins-moi. Voilà, donc Bernard, Monet, on va te donner un pupitre. Je crois que tu voulais... Voilà. Alors, on va te mettre une petite lumière, un petit pupitre, tu vas être bien. Donc Bernard, c'est un grand plaisir, un grand honneur de t'avoir avec nous. Il a une très très belle carrière, il a parcouru de très très belles sociétés, il a été beaucoup dans l'innovation. Je vais vous laisser nous narrer son parcours, mais en tout cas, je pense que tu vas nous donner quelques enseignements. Là, on est sur le plateau de Saclay, il se passe plein de choses, donc je suis sûr que tu as plein de choses à nous dire. Et donc, voici ton pupitre, et je vais te mettre de la lumière. Et puis, je voulais vraiment que ce soit Bernard, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt de l'ombre, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est rarement mis en avant, mais par contre, comme il a tellement de choses intéressantes à nous dire, je suis très fier qu'il soit là ce soir. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, je redoutais ça. Je me suis dit, est-ce que je vais passer après les trois superbes chanteuses? J'ai dit non, il ne va pas faire ça. Mais si, il l'a fait. Donc, désolé, je ne vais pas chanter. Vous allez être déçus. Je vais juste parler. Et puis, vous aurez un autre regret. C'est que dans mon discours, je vais parler sans avoir utilisé d'IA générative pour m'aider à vous donner le message. Donc pas de chat GPT, pas non plus de réseau Neuralink de Elon Musk, il n'a pas eu le temps, je pense, de tout faire encore, il le fera certainement dans les 4 ans qui viennent. Mais je n'ai pas de réseau, c'est mon propre réseau de neurones qui va être mis en œuvre pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Merci. C'est parfait. Oh là là, c'est parfait. Donc merci Alexandre, merci Catherine de m'avoir proposé de décrire un peu ma carrière. Ils m'ont mis un défi qui est extrêmement difficile. Ils m'ont dit, tiens, parlons de ton parcours. Ouais, d'accord, j'ai combien de temps? Une demi-heure. Ah, une demi-heure. J'ai 40 ans de carrière. Donc le défi est important. Je vous prie de m'excuser si des fois je suis un peu rapide sur certaines choses. Donc le début de ma carrière, ça commence déjà dans les années 80. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui déjà étaient en activité dans les années 80. Non, c'est ça, vous êtes tous jeunes. Moi je suis un ancien. Donc dans les années 80, je suis rentré chez Thomson CSF, c'est-à-dire que c'est Thales aujourd'hui. Et j'ai travaillé dans le domaine des radars. Et j'ai eu la chance de travailler sur une partie qui est extrêmement intéressante. J'étais électronicien. Et j'ai travaillé sur les calculateurs temps réel, multitâches, et donc sur les microprocesseurs qui à l'époque étaient des microprocesseurs en tranche, c'est-à-dire que c'était l'unité centrale qui faisait que le calcul. Ensuite on avait la mémoire à côté, on avait les entrées-sorties, la gestion des entrées-sorties, etc. Et on avait des bus derrière dans les paniers qui étaient des vraies autoroutes râpées, etc. Donc je passe les détails. Et les baies de traitement dans lesquelles on mettait les cartes, elles faisaient en gros 2 mètres de hauteur, 60 cm de large, 70 de profondeur. Vous voyez un peu la baie que ça faisait. Et en gros, 3 baies comme celle-là, c'était moins puissant qu'un iPhone aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai travaillé là-dessus et j'ai eu une idée. J'ai commencé à avoir l'esprit entrepreneurial dès la jeunesse. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer une carte pour Monsieur Tout-le-Monde et faire un PC, ce qui a été après le PC. Et j'avais eu cette idée dans les années 80 et j'avais commencé à constituer une carte, etc. Et j'avais créé ça. Alors mon objectif, c'était à l'époque des calculateurs comme ça qui coûtaient en gros 120 000 francs. On était en francs à l'époque. Et j'avais fixé comme objectif de passer à 5 000 francs. Donc, ce qui faisait une réduction drastique du prix. J'allais démarrer, et quand j'ai failli démarrer,
est arrivé à débouler sur le marché un Anglais avec un ordinateur qui s'appelait Sinclair ZX81. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Le ZX81. Ah, quand même. Ah, ouf, je suis pas tout seul. Bon, donc est arrivé le ZX81. Comme vous avez connu ce ZX81, il y avait deux choses qu'il avait fait très astucieuses. Il avait premièrement pensé à faire non pas un ordinateur constitué, vendu en état, il l'avait fait en kit. Et c'était assez simple de monter ce kit quand même. Donc ce qui fait qu'il pouvait réduire encore bien plus le coût. Et deuxième idée de génie, c'était de dire, je ne vais pas mettre un moniteur, je vais utiliser la télévision comme moniteur. Et donc il avait fait un circuit électronique pour effectivement se connecter à la télévision. Ce qui fait que non, il n'était pas arrivé avec 5000 francs, lui. Il est arrivé, vous vous rappelez? Vous vous rappelez le prix? 500 francs. Celui qui était en kit était à 500 francs. S'il était monté, il faisait 1250, je pense, comme ça. Bon. Et là, je me suis dit, heureusement que je n'ai pas monté mon entreprise, c'est parce que je crois que sinon j'aurais eu quelques petits problèmes. Alors la première leçon que j'en ai tirée, parce que je vais essayer de faire des leçons au départ et ensuite des recommandations. La première leçon que j'ai tirée, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas parce que vous avez une bonne idée, parce que vous êtes un technicien, parce que vous êtes très fort en technique, que vous allez réussir l'entrepreneuriat. C'est pas du tout ça. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus que ça. C'est de marketing, c'est de la finance, c'est bien d'autres choses. Donc j'admire les entrepreneurs, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs parmi vous, et je vous admire tous, dans quel que soit votre domaine, j'admire les entrepreneurs parce que c'est vraiment des gens qui ont des capacités extrêmement intéressantes, qui sont capables de risquer leur argent propre, et ça c'est formidable. Bravo aux entrepreneurs, bravo parmi vous aux entrepreneurs. Alors, suite à cette expérience, j'ai passé mon diplôme d'ingénieur, quand même, à un moment donné, il fallait bien que je travaille aussi à l'école. Et donc, j'ai passé un diplôme d'ingénieur et je suis sorti de l'école ESIE, ESIE, je ne sais pas si vous connaissez l'ESIE. L'ESIE, il y a un représentant, on a un représentant extrêmement célèbre, c'est Yann Lequin. Qui ne connaît pas Yann Lequin? Vous le connaissez tous, d'accord, mais c'est pas étonnant. Yann Lequin est sorti en 83, moi je suis sorti en 84, c'est ce qui fait qu'on se connaît un petit peu. Et lui a continué effectivement en doctorat, et puis il est parti aux États-Unis, et aujourd'hui vous savez qu'il est grand patron de l'IA de Meta. Et c'est un Français aux États-Unis qui est patron de Meta, donc c'est extraordinaire, une carrière extraordinaire. Et en fait, quand je suis revenu dans mon entreprise et que on m'a donné une fonction nouvelle à réaliser, on m'a dit tiens, je suis arrivé, donc du coup, comme j'étais intéressé par le traitement d'image et l'intelligence artificielle, je suis allé dans le service logiciel. Donc j'étais plus dans le service hardware, mais dans le service logiciel. Et lorsque je suis arrivé là, le grand patron de mon entité logicielle me dit tiens Bernard, de quoi tu as besoin pour effectivement développer la fonction nouvelle qui était le choix automatique de fonctionnement d'un radar. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, le radar, c'est on émet une onde électromagnétique dans l'espace. S'il y a un avion, l'onde électromagnétique vous revient et on dit ah, il y a une cible, il y a un avion, donc on l'a détecté et on sait le localiser. Seulement, il n'y a pas que ça, il y a aussi des nuages, des montagnes, des choses comme ça qui perturbent puisque ça renvoie l'onde électromagnétique et du coup, ça s'appelle des clutters, du fouillis, des clutters. Et ça, c'est du coup, quand il y a des zones comme ça, où il y a des montagnes, où il y a des nuages, des choses comme ça, il faut mettre des modes spécifiques. Il faut mettre des modes de fonctionnement qui sont spécifiques. Et donc, pour éviter que ce soit un contrôleur de trafic aérien qui fasse ça, eh ben j'ai fait une fonction automatique. Et là, la personne me dit, de quoi tu as besoin pour faire cette fonction? J'étais service logiciel. Je lui dis, j'ai besoin de connaître, d'avoir tout le schéma des cartes de tout le traitement de signal. Mais c'est du hardware ça. Je dis oui, bien sûr. Il me dit mais pourquoi? Attends, là t'es venu dans le service software. À ce moment-là, c'était le service à côté qu'il fallait que tu aies. C'est pas ici, chez nous. J'ai dit si. Parce que pour traiter d'une fonction comme celle-là et faire quelque chose de nouveau, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui m'arrivait du traitement de signal, comment ça avait été formaté d'un traitement de signal pour savoir de quoi je parlais. Et là, il ne me les a pas donnés parce qu'il n'avait pas les contacts, mais moi je suis allé. Le soir, j'allais voir les copains du hard, je leur dis tiens, donne-moi la carte, donne-moi ça. Et j'ai fait ça, je faisais ça en dehors de mes heures et j'ai regardé. Et un jour, j'ai découvert une carte électronique qui était fantastique. Il y avait tout
une mémorisation spatio-temporelle de tout ce qui se passait dans l'environnement du radar. Donc en fait, sur les azimuts, vous savez qu'un radar ça tourne comme ça, et on appelle ça l'azimut, il y avait des quantifications en distance, et il y avait des quantifications en site, donc en altitude. Et j'avais une cartographie 3D d'informations dans le traitement de signal qui n'arrivait pas au traitement de données, qui était uniquement faite pour constituer des informations dans le hardware. Et là, j'ai dit, mais c'est une merveille, c'est extraordinaire. J'ai ramené ces informations jusqu'au traitement de données et j'ai déclenché des études d'analyse d'images, analyse d'images pour savoir où étaient les différents cloteurs. Après, je devais avoir le module de décision, et là j'ai dit, je vais prendre l'IA, à l'époque, donc c'était dans les années 80, 85, 86, et j'ai choisi l'IA, et dans l'IA, bien sûr, pas le côté connexionnisme qu'on parle maintenant, puisqu'il n'y avait pas du tout assez de données, pas du tout assez de puissance calculante, ça ne marchait pas. Par contre, c'était l'IA symbolique, par rapport au connexionnisme, et là, dans le symbolique, un système expert qui permettait de faire des décisions. Alors, juste vous dire pourquoi j'ai pris système expert. Pas parce que l'IA était une mode. Et ça, c'est quelque chose que je vous dirai plus tard. Il ne faut pas choisir des solutions technologiques parce que c'est la mode. Il faut choisir à bon escient. Et moi, quand j'ai pris le système expert, c'est qui connaît le système expert? Qui connaît l'IA un petit peu? Non, personne? Alors, je vais vous le décrire très rapidement, mais système expert, ça déconnecte l'algorithme de traitement d'une fonction par rapport à la programmation. En fait, ce qui se passait à l'époque, quand on faisait un programme et qu'on était dans de l'embarqué, qu'on embarquait les cartes sur les sites, eh bien, on programmait en Pascal, en Ada, pour ceux qui connaissent un petit peu ces langages, et on compilait tout ça, on appelait ça cramer des proms. On cramait des proms, c'était des circuits intégrés. On mettait le programme compilé dans ces proms, on les mettait sur les circuits imprimés, on les mettait dans les baies, et on faisait partir tout ça. Et on faisait partir tout ça sur le site. Alors à l'époque, c'était le site Mont-de-Marsan. On avait souvent les sites Mont-de-Marsan qui nous servaient de premier test, de POC. Et quand il y avait un bug sur le programme, eh bien, je vous ai dit, on testait le programme, mais quand il y avait un bug, le bug, il était dans les proms qui étaient déjà cramés, l'algorithme était cramé. On ne pouvait plus faire de modifications. Donc quand on s'apercevait d'un bug, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait retourner au labo, qui était à 1000 km, donc à Paris, à Bagneux à l'époque, refaire la modification, recramer les proms, repartir avec ses proms dans sa poche, les mettre là-bas, les remettre, et puis faire marcher le jeu. J'ai dit, mais ça ne marchera jamais pour une fonction qui n'a jamais existé, ça va être trop compliqué, je vais faire que des allers-retours pour tester l'algorithme de décision. Alors j'ai pris le système expert parce qu'un système expert c'est un moteur d'inférence. Et d'ordre 1, ça veut dire que d'ordre 1, on traitait l'algorithme de décision comme des données. Et donc j'ai testé mon moteur d'inférence en labo, et là j'ai pu prendre le temps que je voulais, j'étais dans le labo, facilement. Et une fois que ça marchait, j'ai cramé les proms où il y avait le moteur d'inférence, que lui j'étais sûr qu'il marchait bien. Et quand j'allais sur le site, j'avais plus qu'à modifier par une console mon algo, et j'avais directement, j'ai fait ça en quelques jours, j'ai mis au point de suite la fonctionnalité. Donc, tout ça pour dire, la leçon que j'ai retenue de cette expérience, c'est qu'il faut absolument savoir aussi aller au-delà des activités que l'on fait tous les jours. Il faut savoir briser les silos et aller voir ce qui se passe un peu à côté. Je pense que c'est important de ne pas se cantonner sur ce que l'on connaît, mais aller chercher d'autres informations et aller faire de la recherche de compétences par ailleurs. Donc ça, c'était la deuxième leçon que j'avais tirée de mon expérience. Alors après, les systèmes devenaient de plus en plus complexes et les financements de moins en moins importants. Ça, c'est vraiment un paramètre que j'ai mis en regard tout le temps dans ma carrière et qui m'a beaucoup guidé sur ce qu'il fallait faire, comment il fallait se comporter. On a eu l'apparition on n'avait plus le droit d'avoir des contrats directement en France. L'Europe se construisait.
Ah oui, l'Europe. Eh bien, l'Europe, je ne vais peut-être pas. Qui a fait des programmes européens? Qui a traité des programmes européens? Des PCRD, des choses comme ça. Qui en a fait? Pas beaucoup. Ah. Alors, je vais être obligé de vous expliquer un petit peu ce que c'est, parce que puis vous me direz si vous êtes d'accord. Mais en gros, un programme européen, c'est qu'on n'est plus un peu tout seul dans son coin. Il faut faire des consortiums avec plein de partenaires européens, etc. Il faut choisir les partenaires. Et puis, on a des administratifs à Bruxelles qui ont des très beaux bureaux et qui jugent sur votre projet et puis qui vous donnent de l'argent ou pas, ils décident, et des moyens de décider, et disons, difficile à comprendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui font du lobbying là-bas, parce que c'est difficile à comprendre quelle est la décision. Et donc on vous dit, ah ben attention, si vous voulez avoir le contrat, il faut que vous preniez un partenaire, à l'époque c'était un partenaire sud de l'Europe. Alors il faut prendre un portugais, je veux dire un portugais, un espagnol ou un grec. Si vous ne mettez pas un portugais ou un espagnol ou un grec, alors si vous mettez les trois, c'est très bien, alors là, votre programme, c'est sûr qu'il arrivera. Ah bon, d'accord, mais oui, mais attends, est-ce qu'ils vont être efficaces? Ouais, mais tu comprends, il faut quand même qu'on intègre tout le monde, et ces pays-là, il faut les intégrer plus. Bon, ok, donc ça, contrainte. Et puis quand on avait fait le programme, moi je dis tout le temps, vous savez à quoi on mesurait la qualité d'un programme? La qualité d'un programme, pour moi, je dis tout le temps ça, les administratifs de l'Europe le mesuraient à la hauteur de la pile de papier que vous fournissiez. Et plus vous fournissiez de documents, plus vous fournissiez de rapports, plus vous fournissiez de choses, plus votre programme était merveilleux. Vous avez sorti des choses extraordinaires. Si vous mettiez 1000 pages par rapport à un autre qui en avait sorti 3000, c'est celui qui était 3000 qui était le meilleur. On sait très bien que le plus compliqué quand on fait quelque chose, c'est de simplifier et d'arriver à faire une synthèse dans 100 pages. En 50, et si on peut 20, c'est très bien. C'est ça qui est le plus compliqué. C'est pas de produire du papier. Eh bien en fait, les administratifs, comme ils ne savaient pas, ils mesuraient. Oh, qu'est-ce qu'ils ont bossé. Bon, enfin voilà. Donc tout ça fait que c'était très mal managé. En fait, je dis, on était dans un océan rouge. Un océan rouge, c'est rouge sang. Je ne sais pas si vous connaissez l'océan rouge bleu, enfin, c'est souvent synthétisé. L'océan rouge, c'est rouge sang. Il y a les requins, il y a tout ça. C'est l'innovation incrémentale. Et puis le bleu, c'est l'innovation de rupture. C'est vous n'avez pas de concurrence puisque vous avez créé quelque chose de nouveau, etc. Donc on avait besoin de quoi pour aller de l'océan rouge à l'océan bleu, si on veut se faire l'image? On avait besoin de palmes. De palmes pour aller très vite, pour vite passer de l'océan rouge à l'océan bleu. Et vous savez ce qu'on nous a offert? Pour moi, on nous a mis des boulets. C'est beaucoup plus dur de naviguer avec des boulets. Bon voilà, donc c'est un petit peu la leçon que j'ai tirée de cette expérience, c'était que le management de l'innovation dans ces conditions-là était vraiment à revoir, était complètement inadapté, et les PME étaient complètement exclues du process, parce que les PME, elles n'acceptaient pas la complexité à ce niveau, elles ne comprenaient pas les règles, elles n'avaient pas les lobbyistes, donc c'était les contrats qui avaient le plus d'industriels, etc., qui avaient des lobbyistes là-bas, qui remportaient les marchés. Les PME étaient exclus. Les laps de temps étaient complètement incompatibles avec des vrais entrepreneurs, justement. Je disais, les entrepreneurs, j'ai fait l'hommage aux entrepreneurs, ils étaient malheureusement souvent écartés. Donc, je me suis dit, il faut que je réfléchisse à que vont être les 20 années qui vont venir. J'étais à mi-carrière, et je dis, qu'est-ce qui va se passer? Et là, j'ai eu une vision. Et je me suis dit, on ne va plus pouvoir travailler comme ça. On ne va plus pouvoir travailler chacun dans son coin, etc. Et puis faire des programmes comme ça. On va avoir l'innovation ouverte qui va arriver, ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation ouverte, qui n'était pas du tout développée à cette époque. C'est Chesebrough qui a développé ça en 2003, mais pas en 2000. Et en 2000, j'avais vu cette vision-là, et je me suis dit, c'est ça qui va se développer. Et là, la leçon que j'ai tirée, c'est qu'il ne faut pas attendre que ça vienne. Quand on a des idées, il faut se prendre par la main, et on se dit, chacun a son rôle à jouer, et on est acteur, on doit être acteur de la vision que l'on voit, et on doit tout faire pour essayer de faire déboucher la vision que l'on a. Donc, j'ai essayé de faire ça, et j'ai développé un peu ça, et les gens me disent, mais oui, mais tu dis que tu as vu l'innovation ouverte, et aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'innovation ouverte, oui ou non? Tout le monde parle d'innovation ouverte. En 2000, personne. Donc les gens me disent, ouais Bernard,
Bon, tu dis que tu as vu la vision de l'innovation ouverte, mais enfin, tu es un peu vantard, quoi. Tu dis que tu l'as vu avant les autres. Ah oui, mais par contre, je peux le prouver. Ah bon? Comment tu peux le prouver? Eh bien, je peux le prouver. Vous savez où je suis allé? J'étais dans la R&D. J'étais chef de service études à mon radar. Savez-vous où je suis allé après? Une idée? Aux achats. Et bien, quand les gens ont vu que j'étais parti de la R&D pour aller aux achats, ils ont tous dit « Bernard, il est fou. C'est un malade. Je comprends pas, je comprends pas comment il peut faire une bêtise pareille. » Et effectivement, si je n'avais pas eu de vision, je pense que ça aurait pu être une bêtise. Oui, donc ils avaient raison. Mais moi, j'avais raison aussi de vouloir changer de département. Parce que pour moi, l'innovation ouverte, c'est plus travailler avec Pierre-Paul Jacques dans ses équipes. C'est travailler avec la société A, société B, société C. Et donc, c'était mettre en valeur les PME, mettre en valeur les startups, et ne pas faire de la sous-traitance, mais des partenariats. Donc, ça change tout. Donc, j'ai essayé de faire cette chose-là, mais je me suis dit, la leçon que j'ai tirée, c'est qu'on ne pourrait pas faire des changements aussi importants, de faire en gros deux types de R&D. Une R&D interne, pour le cœur métier de l'activité, et puis une R&D en innovation ouverte, pour compléter le produit avec des choses innovantes venant des partenaires. Et là, je me suis dit, ça ne pourra pas se faire sans un accompagnement d'un outil. Et là, je me suis attaqué à faire un outil. Et pour effectivement passer de la gestion et le management en TRL, vous connaissez le TRL, Technical Business Level, niveau de maturité de la technologie. Tout le monde parle TRL, tout le temps. Et bien en fait, quand on parle d'innovation, c'est pas TRL, hein. C'est pas un TRL. Parce qu'il manque deux notions de TRL. Il manque la notion de service. On ne parle que de la technologie. On ne parle pas de service, alors qu'une offre, c'est beaucoup de services aujourd'hui. Et puis il manque toute la notion de marché. Vous verrez que dans la gestion de TRL, on ne parle jamais de marché. Donc il manquait deux notions essentielles. Donc j'ai attaqué un nouvel outil que j'ai créé pour faire un IRL. À partir de ça, maintenant je vais passer dans la phase d'après. Et je vais commencer à vous donner les conseils que je pourrais vous donner, en toute modestie, bien sûr, c'est vraiment pour vous dire un petit peu ce que je pense de ce qu'il faudrait faire. Face à un problème posé, il faut toujours se poser la question, il faut toujours se dire, c'est pas les solutions d'hier qui vont répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Réfléchissez toujours à la problématique et essayez de concevoir autre chose, parce que les solutions d'hier, c'est pas celles qui seront demain. Donc ça, essayez de voir ça. Et puis deuxième chose, surtout, ne faites pas l'erreur qui s'est produite de façon pratiquement systématique, c'est de passer d'un extrême à l'autre. Exemple. En 2000, il n'y avait pas de start-up. Très peu. Il n'y avait pas de start-up. On était comme ça. Aujourd'hui, en 2025, pour moi, on en a beaucoup trop. C'est une folie. Le rire est pour dire c'est une erreur ou pas. En tout cas, pour moi, c'est une folie de passer d'un extrême à l'autre. C'est complètement aberrant, et je suis désolé de le dire, mais je parle vrai, donc moi je dis tout ce que je pense. C'est complètement aberrant de se dire d'avoir voulu faire station F. Mais pourquoi mettre 1000 startups dans une station comme ça? Mais quelle idée il fallait avoir pour dire 1000? Mais pourquoi? Mais il en vaut mieux 100 qui marchent très bien que 1000 qui végètent. Enfin, je veux dire, c'est une folie. Donc, faites attention, jamais, parce que les startups, elles se concurrencent elles-mêmes, hein, entre elles. Les startups, elles se concurrencent entre elles, et elles détruisent le réseau de PME qui a mis si longtemps pour essayer de vivre, et c'était complètement fou, quoi, je veux dire. Et autre chose, moi, quand je suis arrivé dans les achats, j'ai oublié de dire ça, c'est que j'ai voulu faire un MBA, pas parce que quand on est directeur des achats, quand on est dans la R&D, directeur dans la R&D, on peut largement être directeur des achats. L'inverse, non. Mais dans ce sens-là, oui. Eh bien, quand j'ai fait ça, j'ai dit, je veux savoir ce qu'on enseigne au directeur achat. Je veux savoir d'où je pars, quand je vais dans ce monde que je ne connais pas. Et j'ai découvert une chose,
c'est que je vais résumer très grossièrement un MBA de 18 mois en part-time, je vais le résumer très grossièrement. On n'apprenait qu'une chose au directeur achat. C'était quoi? C'était le costing. Comment on fait pour pressurer au maximum et raisonner coût, prix d'achat, uniquement le prix d'achat. Alors que dans l'innovation, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Il faut travailler sur la valeur. Il n'aurait jamais eu de smartphone si on avait travaillé sur les coûts. Sur les coûts, on aurait des téléphones qui auraient coûté 50 euros, 40 euros, 30 euros et peut-être 12 euros aujourd'hui. Alors que là, on a des téléphones qu'on est capable de payer 1500 euros, oui ou non? Ben ça, c'est la valeur qui a été reconnue. Donc Steve Jobs, c'était un dieu. Donc il a effectivement eu cette idée-là, c'était une rupture. Non. Donc, je digresse un petit peu. Donc ne passez pas d'un extrême à l'autre. Autre chose, je parle toujours de la valorisation de la recherche. La valorisation de la recherche, il faut la faire. Mais pareil, il n'y avait rien avant, il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les pôles de compétitivité, les SAT, les Curie, les Carnot, les centres de valorisation de chacun des organismes, de recherche, d'université, etc. Mais non, mais attendez, mais on est fou. Mais on est complètement fou. Quand vous voulez chercher quelque chose, vous l'allez chercher où? Mais les gens ne savent plus. Les directeurs d'achat, ils ne savent pas du tout où aller. Ils disent, je vais au Curie, au truc. Bon, allez, je fais comme d'habitude. Et puis donc, du coup, il n'y a rien qui se construit de nouveau. C'est-à-dire qu'on fait comme avant. Donc ça, ne passez pas d'un extrême à l'autre. Deuxième recommandation, c'est qu'il faut mettre en place, et bien moi j'ai fait un outil MIME, ben mettez-le en place. Mettez en place un outil simple, bon goût, pour vous conduire vers l'innovation de rupture. C'est celle qui a de la valeur. Je passe assez vite. La mise en place de l'IRL, j'ai écrit un livre qui s'appelle La route des innovations pour décrire tout ça, pour faire en sorte qu'on sache s'y prendre correctement. Et puis j'aime bien les images mentales, donc pour les jeunes doctorants, les étudiants, etc., pour leur expliquer ce que c'est qu'un projet innovant, je leur propose une image mentale qui m'est venue un jour comme ça vient toujours comme ça les idées, mais ça m'est venu rapidement et je me suis dit, quelle est l'image mentale que je pourrais prendre pour penser à tout ce qu'il faut penser pour construire un projet innovant. Je ne vous laisse pas réfléchir parce qu'on n'a pas le temps, mais moi je vais vous donner la solution que j'ai apportée, c'est une moto. Alors, pas parce que je suis motard, pas que parce que je suis motard, mais parce que ça représente toutes les caractéristiques d'un projet innovant. Je serai à disposition plus tard, si vous le souhaitez, pour vous expliquer pourquoi la moto. Mais il y a tout sur la moto. Ensuite, conseil suivant, parce que je pense que l'heure avance, je vais essayer de terminer. Troisième conseil, quand vous avez une technologie nouvelle, et quand on parle du numérique, je suis dans le numérique, ne faites pas de l'usage des technologies pour faire de l'usage. Ne faites pas de l'IA pour faire de l'IA, surtout pas. Quand vous pouvez traiter autrement que de l'IA, surtout ne prenez pas de l'IA. Pourquoi? Quand vous pouvez traiter autrement que par de la blockchain, ne faites pas la blockchain. Ce sont des gouffres énergétiques, toutes ces techniques. Donc faites attention, soyez prudents là-dedans. Ne partez pas sur les technologies parce que c'est du marketing, parce que c'est la mode. Faites attention, faites-le pour de l'utilité et non pas la futilité. L'utilité, c'est quand on voit que des images de mammographie, une IA est capable de détecter un cancer de sein d'une femme 2 ans avant un radiologue. Ben évidemment qu'on va prendre l'IA, ben évidemment qu'on va utiliser de l'IA. Mais quand on fait de l'IA pour faire des jeux numériques, des jeux vidéo, envoyez vos enfants dans les stades de football, envoyez-les faire du tennis ou du jogging, mais ne les mettez pas sur des jeux vidéo avec de l'IA, c'est de la futilité, c'est une folie. On va avoir bientôt 10% de l'énergie qui va être consommée par le numérique. Quatrième conseil, c'est quand on est dans l'innovation verte, il n'y a qu'une seule chose qui est importante, très souvent. On a beau faire des contrats, les juristes ils vont vous donner des contrats avec 100 pages. Ils sont malades, ils sont fous. Ils sont fous ces juristes, je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle, mais si c'est ça, si vous faites des contrats de 100 pages, vous êtes fous. Je n'ai pas peur de le dire. Il faut un contrat de 10 pages, 5 pages, ça serait très bien. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule chose qui est importante. C'est quoi? C'est la paix. C'est la paix. La propriété intellectuelle. Donc il faut
une vraie stratégie de DPI, de droit de propriété intellectuelle ou industrielle, parce que ça, c'est vraiment important. Et là, faites-vous aider, parce que ceux qui traduisent ce que je dis en disant « Ah, ben donc ça veut dire qu'il faut déposer des brevets », là, par contre, je leur dis « Non, vous n'avez rien compris. Les brevets, c'est pas forcément ça, c'est une stratégie. Le brevet, c'est le pire des choses pour une start-up. Parce que la start-up, elle ne sait pas l'écrire. Si elle écrit un brevet, qu'elle l'écrit mal, mais c'est pire que si elle l'avait pas fait. Je préfère une start-up qui a fait du secret qu'un brevet mal écrit. Alors si c'est une start-up qui est incubée par le CEA ou des choses comme ça, les CEA, ils ont des armées de juristes, il n'y a pas de problème. Le brevet, il sera bien écrit. Mais par contre, une start-up qui n'est pas bien aidée, il vaut mieux qu'elle ne pose pas de brevet. Voilà. Et puis le dernier point, c'est quand on veut faire des process gagnant-gagnant. Alors, je vous parlais de l'activité que j'ai aujourd'hui, parce que maintenant, ça y est, je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui. J'ai réussi ce challenge, peut-être pas dans le temps, j'en sais rien, je n'ai pas regardé, mais... C'est pas mal. Tant mieux. Donc, je fais aujourd'hui du partage, j'essaie de mettre en relation les entreprises qui cherchent des talents avec les doctorants de l'Université Paris-Saclay, qui sont pour moi des vrais talents, qui peuvent représenter des vrais talents. Et donc je fais une organisation, un parcours doctoral pour les doctorants de l'Université Paris-Saclay, pour qu'ils découvrent l'entreprise, pour que les doctorants découvrent l'entreprise avant d'avoir fini, avant d'avoir leur PhD, pour qu'ils s'intéressent à l'entreprise, et pour que quand ils viendront chez vous, pour vous apporter de la valeur, ils connaissent déjà l'entreprise. Parce que c'est compliqué sinon de recevoir des doctorants qui n'ont absolument aucune idée de l'entreprise. Pour ceux qui l'ont fait, je pense qu'ils pourront être d'accord avec moi, c'est compliqué. Donc il vaut mieux qu'effectivement, on leur montre ce que c'est que l'entreprise avant. Et dans ce cadre-là, donc, j'ai eu besoin de fédérer les acteurs. Et il y a une chose qui est très importante, c'est de penser à la souveraineté. Quand on parle recherche, la recherche, c'est le bien le plus précieux pour faire de l'innovation de rupture. Quand on parle recherche, la souveraineté est très importante. Et puis, il y a une chose aussi qui est importante, c'est le local. Le local, parce que souvent, on cherche des entreprises, on cherche des partenaires, un peu de partout, parce qu'on ne les connaît pas, et on va les chercher très loin, alors qu'il y en a des très près. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas qu'ils sont là. Eh bien, il faut absolument disposer d'un réseau, de quelque chose, d'un outil qui permet de fédérer un petit peu les choses en local et faire de la création de richesse en local. Et quand j'ai cherché mon réseau, j'ai été, mais alors, ravi, parce que j'ai découvert un réseau. Just Be Flex. C'était parfaitement ce qu'il fallait. Et justement, je voulais féliciter, je voulais dire bravo, un grand bravo à Alexandre, Catherine, pour avoir réalisé ce réseau dont on a réellement besoin pour faire de la vraie innovation ouverte, partenariat, collaboratif, dans du local, dans du souverain, mais c'était parfait, c'était extraordinaire. Donc, je me suis rapproché d'eux et je les félicite pour avoir eu l'idée, pour avoir su le mettre en place et que ça marche aussi bien. Donc, bravo et je vous félicite.